Nous sommes lundi 18 janvier 2021. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Les chiffres de cas positifs au Covid-19 continuent à monter au Burundi. Les établissements scolaires semblent très touchés aujourd'hui. Vous aurez les précisions au début de cette édition. Et en parlant toujours de la Covid-19, vous allez suivre au cours de ce journal les mots d'espoir d'un Burundais qui a récemment reçu le vaccin contre le coronavirus. Il vit en Grande-Bretagne. Vers la fin de ce journal, nous allons donner la place au mini-magazine au cœur de la société qui se focalise sur les difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile burundais résidant dans les villes rwandaises. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette édition par cette brève dans les sécurités. Comme Nyongabo, un retraité ex-FAB a été tué dans l'après-midi de ce samedi dans une opération conjointe de la police et l'armée. L'ancien militaire sous-officier a été assassiné sur la colline Gishiha, zone Muramvya de la commune Burambi, province de Rumonge. Comme Nyongabo était recherché par la police depuis plusieurs jours. Selon les sources sur place, les mêmes sources indiquent que la police avait même promis une somme de 3 500 000 francs burundais à celui qui révélerait ou, comme Nyongabo se cachait, il serait accusé de collaborer avec des groupes armés. Page santé à présent, les milieux scolaires deviennent des cibles privilégiées de la pandémie de la Covid-19 au Burundi. Le petit séminaire de Kanyosha a enregistré des dizaines de cas de positifs fin de la semaine dernière et dans certaines communes de la province de Makamba, on compte plus de 70 cas dont des élèves et des enseignants. Révérien Bazikamwe pour les détails. Après des tests au petit séminaire de Kanyosha jusqu'au soir de ce vendredi, 60 cas étaient positifs. Des sources sur place nous ont indiqué qu'il y a bien d'autres cas positifs, mais qui n'ont pas été communiqués dans le but de ne pas décourager les élèves et le personnel. Certains de ces élèves sont sous traitement dans différents hôpitaux de Bujumbura. Jeudi dernier, le directeur de l'école fondamentale de Ruziba 1 a alerté sur un cas positif sur son école, même s'il aurait été menacé par ses autorités hiérarchiques avant d'annuler sa note d'alerte. À Kayanza jusqu'à jeudi, des sources sur place affirmaient que 34 cas étaient positifs. Parmi les tests effectués, d'autres 15 cas positifs ont été signalés ce vendredi vers midi et le test a continué sans savoir des détails sur les derniers résultats. Au lycée de Moaro, 4 élèves sont hospitalisés à Kibumbu après des tests qui sont revenus positifs au Covid-19. Selon des sources au lycée de Moaro, c'est ce samedi qu'une équipe médicale s'est rendue au lycée pour effectuer des tests parmi les contacts des malades, mais aucune communication officielle n'a été donnée pour les résultats, sauf des rumeurs sur des chiffres inquiétants des cas positifs. Et à Makamba, le journal Igie révèle qu'au moins 79 personnes ont été testées positives au Covid-19. Ils sont des communes de Mabanda, Nyanzalake et Vugizo. Parmi ceux-ci, des élèves et des enseignants des écoles de ces communes ont été testés positifs. Merci à Révérien Bazikamwe. Dans le monde, l'heure est au renforcement des mesures contre la Covid-19. Au Rwanda, après une deuxième vague de ce fléau, les écoles referment dans la capitale rwandaise. Quant au vaccin qui est au calendrier au monde entier, voilà que l'Inde lance une grande campagne de vaccination et les États-Unis qui annoncent la mise en place de 100 000 centres supplémentaires de vaccination. Plus de précisions avec Darlene Lakozé. La pandémie prend de plus en plus des proportions inquiétantes au Rwanda et pour répondre à la menace, les autorités décident de prendre des mesures fortes. En plus des mesures existantes, les écoles dans la capitale rwandaise referment et le rendez-vous pour la rouverture des classes de la maternelle et des premières, deuxième et troisième années du primaire reporté jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures pourraient même être renforcées après un conseil des ministres prévu ce
mardi 19 janvier. Le Rwanda enregistre jusqu'aujourd'hui plus de 11 000 cas infectés par la pandémie et 142 morts. Une nouvelle variante du Covid-19 se manifeste petit à petit en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le Botswana, la Gambie, c'est le tour du Kenya. Ce nouveau variant a été détecté ce week-end au sud-est du pays après les études faites par l'Institut médical de recherche du Kenya. Ce pays recense jusqu'aujourd'hui environ 100 000 cas de Covid-19 et plus de 1700 morts. Alors que le monde parle de vaccins contre cette pandémie, l'Inde, à être le deuxième pays le plus touché par ce fléau, a lancé samedi 16 janvier l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde auprès de 1 milliard d'habitants. Le pays a prévu de vacciner plus de 300 millions de personnes d'ici le mois de juillet. Plus de 224 000 personnes ont reçu la première dose de vaccin. Leur campagne repose sur deux vaccins, le Covaxin développé par Bharat Biotech et le Conseil indien et le Covishield, une version mise au point par AstraZeneca et l'université Oxford. Les États-Unis, eux, ne s'en sortent toujours pas. Le pays est depuis plusieurs mois le plus atteint par le coronavirus. Le futur président Joe Biden annonce la mise en place de 100 000 centres supplémentaires de vaccination. La France, quant à elle, a pris des mesures de couvre-feu de 18 heures depuis ce samedi. Aujourd'hui, le monde entier enregistre plus de 95 millions de personnes atteintes par la pandémie et plus de 2 millions de personnes mortes. Merci également Darlene Irakoze. Il est peut-être le tout premier Burundais à avoir été vacciné contre le Covid-19. Alexis Sabouchimike vit en Grande-Bretagne. Il exerce dans le corps médical. Il a reçu sa première dose il y a un mois. Il avait rendez-vous samedi dernier pour la seconde et dernière dose, mais la donne a changé en raison de la gravité de la pandémie dans le pays. Mais Alexis Sabouchimike, qui est l'invité de ce journal, ne désespère pas. Il s'entretenait avec Franck Kazi. Si le vaccin est là, pourquoi pas ne pas le prendre? Donc, c'est ça qui m'a poussé. Et puis, j'ai eu la chance quand même, comme dans les services où je travaille, on a évalué, on a dit, bon, vous devrez être parmi les premiers à avoir ce vaccin. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la chance. Et vous avez une totale confiance sur l'effet effectif du vaccin sur votre organisme, sur la protection de votre organisme? Bon, pour le moment, j'ai confiance à ce que le gouvernement nous a promis. Il nous a dit que bon, le vaccin, ça va nous protéger, mais on ne sait pas exactement pour combien de temps. Peut-être c'est pour une année, c'est pour 6 mois, c'est pour 2 ans, on ne sait pas. Donc, même les experts ne peuvent pas nous dire combien de temps ce vaccin va nous protéger. Mais quand même, bon, si on protège, plus on protège les gens, plus peut-être le virus va quand même diminuer parmi la population. Vous aviez rendez-vous pour une deuxième dose au bout de plus de 3 semaines de la première. Or, elle vient d'être repoussée pour 3 mois en raison de la montée exponentielle des cas positifs en Angleterre. Est-ce que vous gardez la même confiance que celle que vous aviez lorsque vous avez pris la première dose? Oui, je garde toujours la même confiance. Bon, au début, on nous disait, bon, vous allez avoir la deuxième dose après 3 semaines. Maintenant, on nous dit que ce sera après 3 mois. Donc, la seule raison est que le chiffre des cas ici en Grande-Bretagne, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le gouvernement a pris la décision qu'il vaut mieux vacciner beaucoup de gens au lieu de vacciner ceux qui ont déjà eu la première dose. Donc, c'est la seule raison. Donc, c'est pour vacciner beaucoup de gens et peut-être, bon, le virus va diminuer. Et puis, bon, moi, j'aurai la seconde dose au mois de mars, donc ça ne m'inquiète pas beaucoup.
Qu'est-ce que vous diriez aux sceptiques qui pensent toujours que le vaccin n'a rien à faire dans cette histoire, qu'il n'est pas nécessaire et qui n'y croient pas du tout? Ça, c'est vraiment inquiétant partout au monde parce qu'il faut d'abord voir le chiffre d'ODC en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, au Brésil. Alors, s'il y a un vaccin, il faut quand même que les gens savent que les gouvernements, ils sont là pour eux. Donc, si les gouvernements disent que le vaccin, ça va vous protéger, il faut que les gens vraiment aient confiance au gouvernement. Sinon, les morts, on les comptera peut-être dans des millions. Bon, ils sont déjà à millions. Donc, il faut que les gens aient confiance en leur gouvernement et surtout aux experts médicaux ou autres. Jusque-là, il n'y a que les pays occidentaux et certains autres pays en dehors des États-Unis et de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne qui ont accès à ces vaccins. Ce qui veut dire en fait que les pays pauvres comme ceux africains, notamment le Burundi, ce vaccin n'y est pas encore et pour l'instant, on ne voit pas quand il y sera. Quel espoir est-ce que vous nourrissez que ces pays pourront un jour avoir leur vaccin? Je pense que tout le monde aura le vaccin. Peut-être ça prendra du temps, puisque même les Européens ou les Américains, ils savent que donner le vaccin à leur population et non pas les Africains ou les Asiatiques, ça ne va pas protéger non plus leur population parce que donc les gens circulent. Comme ce virus est venu, donc les Africains auront le vaccin, mais peut-être ça prendra du temps et les gouvernements occidentaux, ils vont quand même aider les Africains. Ça coûte trop cher pour certains pays africains comme le Burundi, mais je crois que ce vaccin doit être donné à tout le monde et gratuitement. Le journal poursuit. Vendredi 15 janvier, les Burundais commémoraient la mort de l'ancien Premier ministre du Burundi, Pierre Ngenda Doumbouya, il y a 55 ans déjà. Il fait partie des Burundais qui ont farouchement lutté pour l'indépendance en compagnie du prince Louis Rwagasore. Pour Alphonse Rugambarara, homme politique, les dirigeants d'aujourd'hui devraient s'inspirer de son héritage et surtout en prenant l'unité des Burundais. Suivez-le. Malheureusement, je suis obligé de répondre non. Parce qu'il n'est pas normal qu'en ayant eu des leaders comme Rwagasore et Ngenda Doumbouya, après on a passé toutes ces années, plus de 60 ans, à s'entretuer. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est la faute à tous ceux qui se sont dit leaders du Burundi, mais qui n'ont pas compris le véritable message de Rwagasore et de Ngenda Doumbouya, l'engagement qu'ils avaient pris pour leur peuple, et le sacrifice qu'ils avaient consenti pour leur peuple. C'est une honte pour moi, pour la classe politique dans laquelle j'ai évolué, mais qui ne comprend vraiment pas que la ligne de la division ne mène nulle part, et que la ligne de la nation, la ligne du nationalisme, est celle qu'il faut raviver en ce moment-ci. Ce serait utile que la jeunesse que nous voyons aujourd'hui puissent se remettre à connaître Rwagasore et Ngenda Doumbouya. Ça les aidera énormément et ça aidera le peuple burundi dans son ensemble. Merci. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, le mini-magazine se focalise sur les difficultés que rencontrent les Burundais demandeurs d'asile résidant dans les villes rwandaises. Au cœur de la société, c'est avec Thierry Guindavi. 2 ans viennent de s'écouler sans que le HCR n'effectue un enregistrement des demandeurs d'asile au Rwanda. Le dernier enregistrement date de mars 2019. L'enregistrement qui était prévu au mois de mars 2020 a été reporté à cause de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19. Quelles sont les difficultés de ces sans-papiers résidant dans les villes du Rwanda? Que fait la représentation des réfugiés pour venir en aide à ces compatriotes en difficulté?
Comment est-ce que le ministère, qui a les demandeurs d'asile dans ses attributions, gère ce problème? Voilà quelques questions que va essayer de répondre ce mini-magazine au cœur de la société de ce 16 janvier 2021. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. Soyez les bienvenus. La plupart de ces demandeurs d'asile au Rwanda qui n'ont pas encore été enregistrés sont de nationalité burundaise. Ils résident à Kigali, Nyamata, Huye et ailleurs. Émile Nibasumba de la radio RPA s'est entretenu avec certains d'entre eux et lui ont parlé des difficultés auxquelles ils font face. Par exemple, tu ne peux pas décrocher un travail sans document. On rate certaines assistances de la part des amis ou des proches à cause de ce manque de documents. Même si la vie est difficile, quand l'on est reconnu comme réfugié, l'on peut s'adapter et survivre. Quand on tombe malade, c'est quasiment impossible de trouver les frais de santé. Pour nous qui souffrons des maladies chroniques, dans les structures de santé, l'on nous demande une caution de 10 000 francs par mois. Comment pouvons-nous obtenir un montant pareil? Par exemple, si on parvient à avoir un emploi quelconque, l'employeur exige l'ouverture d'un compte et cela est impossible parce qu'on n'a pas de pièces identificatrices reconnues par le gouvernement hôte qui nous a accueillis. Et se faire soigner demande un parcours un peu long, mais il y a des médecins qui sont chargés de soigner les réfugiés, mais il nous arrive un peu tard parce qu'ils aussi doivent suivre le processus fixé par le gouvernement. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, le représentant des réfugiés urbains, Patrice Ndadohoka, explique que la représentation des réfugiés est au courant de cette situation et qu'elle a déjà saisi les autorités compétentes. Nous essayons de plaider pour eux et aussi quand il s'agit de donner des documents, de signer des documents qui permettent à ces demandeurs d'asile de se déplacer sans difficulté. Nous intervenons très rapidement. Ils éprouvent évidemment beaucoup de difficultés puisque pour des soins de santé par exemple, ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais je viens d'adresser une lettre au HCR et au MINEMA pour demander qu'ils organisent un enregistrement dans des circonstances telles que nous vivons en essayant de programmer un nombre limité pour lutter pour éviter la contamination avec cette pandémie de Covid-19. Et j'attends impatiemment la réponse, mais aussi je dois préciser qu'il y a aussi des gens qui sont venus mais qui ne se sont pas fait inscrire au niveau du bureau du HCR à Nyarutarama. Et ceux qui se sont fait inscrire, qu'on peut retrouver dans la base de données, quand on essaie de plaider pour eux, ils bénéficient de certains services parce qu'ils sont déjà enregistrés. Et donc, chaque réfugié ou demandeur d'asile, quand il arrive, il doit se faire connaître au niveau des services du HCR. Les informations en provenance du MINEMA, le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence au Rwanda, indiquent que ceux qui demandent l'asile doivent attendre l'issue de l'analyse de leur dossier. Selon le MINEMA, les dossiers des demandeurs d'asile sont analysés par le comité qui en est chargé cas par cas. Merci à Thierry Bigirindavi. Avant de clore cette édition, cette brève de l'Ouganda, le président Yoweri Kaguta Museveni, au pouvoir en Ouganda depuis 1986, a été réélu samedi 16 janvier pour un 6e mandat avec 58,64% de voix, a annoncé la commission électorale, alors que son principal adversaire, Bobi Wine, a obtenu 34,83% des voix. Le député de 38 ans a contesté les résultats du scrutin, dénonçant une mascarade complète et estimant avoir largement remporté l'élection. Les élections se sont déroulées donc à l'issue d'une campagne particulièrement violente, marquée par le harcèlement et les arrestations de membres de l'opposition, des agressions contre les médias et la mort d'au moins 54 personnes. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.